OK, bonjour et bienvenue au webinaire de Faction intitulé Parcours de livraison d'applications avec la Power Platform. J'espère que vous allez bien en cette jolie journée d'automne 2021. Merci beaucoup de votre participation ce matin. Mon nom est André Deblois, responsable de mission chez Faction A, et je serai le modérateur de ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner nos prochains événements. Donc, on aura des prochains événements au mois d'octobre et au mois de novembre également. Donc, les 5 prochains événements, on aura le 20 octobre un webinaire intitulé « Architecture analytique moderne sur Azure », donc en exploitant les services Azure de Microsoft. Le 17 novembre, on aura « Découvrir l'univers low-code de Microsoft ». Donc, c'est avec la participation de Microsoft. Microsoft viendra présenter toute l'intégration de leur écosystème de la Power Platform avec Azure DevOps, avec tout le storage aussi au niveau des données. Le 1er décembre, on aura un autre webinaire sur le parcours pour la mise en place d'une gouvernance de données. Et on aura aussi également, au mois d'octobre et novembre, 2 ateliers Microsoft avec Faction A. Donc, c'est des ateliers Power BI, c'est des ateliers d'initiation pour apprendre l'utilisation de Power BI. Donc, ça s'adresse aux utilisateurs, autant débutants qu'intermédiaires. Puis, c'est des ateliers pratico-pratiques d'une journée. Il y a des laboratoires, il y a 5 laboratoires dans le courant de la journée. Il y en a un demain, le 7 octobre, et il y en aura un autre le 7 novembre. Donc, c'est des instructions pour faire des exercices, démonstration de toutes les fonctionnalités de Power BI. Les laboratoires, c'est des exercices que les participants font. Donc, c'est très pratico-pratique. Et pour vivre le cycle complet de la création d'un rapport à partir de données, nettoyage de données, donc toutes les étapes pour arriver à un tableau de bord et même pour le partager dans le service Power BI. Les instructions et les commentaires sont donnés en français. Cependant, nous pouvons prendre toutes les questions en anglais ou en français et on peut avoir des sessions privées pour tenir avec les participants une session pour les aider si toutefois il arrivait des bloquants dans les exercices qui sont faits par les participants. Les cahiers d'exercices sont toujours disponibles dans 9 langues, excusez-moi, donc en 9 langues, autant en anglais qu'en français, donc sont disponibles en 9 langues. Donc, n'hésitez pas là, à vous inscrire. André, excuse-moi, je pense que tu as mentionné le 7 novembre, c'est bel et bien le 9 novembre qui est le deuxième atelier Power BI. Et le premier 7 octobre, il est déjà complet, malheureusement. Là. Ah, d'accord, c'est déjà complet pour le 7 octobre. Vous pouvez vous inscrire au 9 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a toujours de la place pour le 9. Si vous voulez toujours connaître nos prochains événements, je vous invite à consulter la page entrepôt de notre site web où tous nos prochains événements sont publiés. Et vous pouvez aussi, par la même occasion, consulter les anciens ou les webinaires que nous avons enregistrés et qu'on rend disponibles en webcast. Donc, vous pouvez les écouter à votre convenance sur différents sujets par rapport aux analytiques, par rapport aux technologies Microsoft, par plateforme. Ça peut être des concepts, là, data mesh aussi. Il y a des expériences clients aussi qui sont partagées donc, sur leur passage à l'info nuagique Azure. Donc, ça peut être toujours intéressant de consulter. Il y a à peu près 3 ans de webinaires disponibles à votre convenance. Vous pouvez aussi, c'est une invitation à vous inscrire, vous pouvez vous inscrire à notre page LinkedIn où vous retrouvez, ni plus ni moins, tous les prochains événements qui sont publiés aussi également. Donc, c'est une bonne façon aussi de nous suivre sur les prochains événements. Donc, aujourd'hui, je vais juste avancer ici. Juste avant de présenter notre objectif de la rencontre d'aujourd'hui, je vais vous présenter qui est Faction A. En fait, Faction A, c'est une compagnie de services professionnels, 100% québécoise. Nous sommes une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans la mise en place de solutions analytiques modernes sur les technologies Microsoft. Et on fait aussi également du développement d'applications avec la Power Platform. Donc, nous sommes en mesure d'intervenir dans toutes les activités là, de planification, d'architecture, de réalisation, et on va jusqu'au support post-production. Donc, Faction est partenaire Gold
de Microsoft. On détient la distinction Gold Data Analytics Partner. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Pour notre webinaire aujourd'hui, on a M. Thiago Almeida Mendoza, un collègue de Faction 1, membre de l'escouade d'élite de Faction 1. Bonjour Thiago. Thiago, je pense que tu es sur sourdine, tu es en mute, Thiago. Oui, c'est les mots. Oui, bonjour André, bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Okay. Bonjour Thiago. Écoute, Thiago est conseiller spécialisé avec la Power Platform, responsable de pratique Power Platform. Donc, merci beaucoup Thiago d'être là. C'est très, très apprécié. Je vais présenter l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Donc, on verra aujourd'hui, en fait, vous allez voir les principales composantes de la Power Platform de Microsoft. On appelle aussi Power Platform la plateforme de programmation schématisée. En anglais, on dit Low Code Development Platform. Donc, vous verrez aussi comment réussir un projet par la mise en place de solutions développées avec la Power Platform, mais aussi donc le parcours de livraison, comment on s'y prend. Donc, je vais commencer par une mise en contexte, bref présentation de la Power Platform, et on verra aussi les principaux outils. Donc, pas Power BI aujourd'hui, mais Power Apps, Power Automate, Dataverse, c'est quoi? On verra des codes d'utilisation et on verra aussi comment partir du bon pied ce genre d'initiative. Donc, et on verra aussi une démonstration, le tour du propriétaire n'est plus ni moins live avec Thiago de la Power Platform en tant que telle. Je reviendrai avec le mot de la fin. Là. En fait, on pourra présenter les coûts des licences, mais mot de la fin, conclusion. Puis, j'aimerais aussi vous dire que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible dans les prochains jours si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Donc, nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. L'autre point aussi, c'est un webinaire, un atelier, un webinaire qui se veut interactif. Donc, il est possible de poser des questions là, par clavardage en utilisant le panneau du chat là, de votre session Teams. On va tenter le plus possible de prendre les questions pendant la présentation ou la démo. Et nous avons une session de prévue aussi à la fin pour prendre les questions. Puis si toutefois on n'est pas en mesure de répondre aux questions live, on pourra faire un suivi après coup et répondre à la question. Oh, on a un petit sondage ici que j'aimerais pour commencer la session. Donc, je vais afficher le sondage. Le premier sondage, c'est « Connaissez-vous la Power Platform ?» Donc, vous avez comme un petit panneau là, qui apparaît sur votre session Teams et je vous inviterai à ce moment-ci de répondre à la question « Connaissez-vous la Power Platform ?» Il y a 3 réponses. Donc, oui, on l'utilise déjà. Oui, cependant, on a besoin d'aide. Non, on veut en apprendre davantage. Et à ce moment-là, on pourra voir les réponses du groupe ensemble. Donc, prenez le temps de répondre et vous prêter au jeu. C'est tout le temps apprécié. Donc, je vais attendre encore un petit 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et après ça, je vais voir les résultats. Donc, merci de votre participation. Non, on veut en apprendre davantage, 31%. Oui, cependant, on a besoin d'aide, 62%, super. Et oui, on utilise déjà à 8%. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. C'est très, très apprécié. Donc, juste après le sondage, je vais commencer à faire un petit survol de la présentation, une mise en contexte aussi de la Power Platform et pourquoi que la Power Platform vient dans le portrait des organisations qui veulent se moderniser. Parce que la modernisation des entreprises se passe beaucoup plus vite que prévu. Hein? On le voit très bien. Puis selon le groupe de recherche, depuis la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, il y a un bouleversement, le télétravail et tout. Donc, selon le groupe de recherche de Microsoft, la demande des nouvelles applications, surtout pour le mobile, connaît une ampleur jamais vue. Et selon le groupe de recherche, 500 millions de nouvelles applications seront développées dans les prochains 5 ans. Donc, c'est relativement très majeur en perspective. Et toutes les entreprises veulent en faire plus vite et pour moins de budget. Donc, pour répondre à tous les défis de la transformation numérique,
Les entreprises cherchent des accélérateurs pour se moderniser, innover et se demandent souvent comment faire et quelle technologie utiliser. Donc, avec la Power Platform, là, on connaît le très utilisé, le très connu et très répandu Power BI, qui est répandu mondialement. Donc, pour analyser les données, donc ça, on le voit très bien, c'est très utile. On a Power Apps aussi pour développer des applications métiers. C'est ce qu'on va voir un peu plus aujourd'hui. Et on va voir aussi Power Automate. Non, on ne verra pas, mais on va vous expliquer qu'est-ce qu'est Power Automate puis comment on démarre les projets Power Apps et Power Automate typiquement. Dans la plateforme, on a aussi Virtual Agent là, pour créer des agents virtuels ou des bots. Donc, ces 4 composantes-là essentielles de la Power Platform, répondre aux besoins de toute entreprise, d'analyser les données, agir et automatiser. Donc, c'est pour ça qu'on positionne toujours ça au tout début. Donc, la Power Platform se positionne très bien dans la mouvance de la transformation numérique et dans la modernisation des organisations. Les outils permettent d'adresser les besoins en développement d'applications de tous les domaines d'affaires et de toutes les unités administratives. Donc, Power Apps, c'est quoi? Power Apps, c'est une plateforme de développement à faible code ou avec peu de code, comme on dit des fois. Et Power Apps, pourquoi? Parce que ça inclut une suite de services, une suite de connecteurs qui sont disponibles, d'applications déjà out of the box est disponible. Il y a plein de canevas aussi préfabriqués qui sont disponibles et Power Apps permet tout ça, tous les services, les connecteurs, les applications, les canevas, permettent de créer relativement rapidement. On dit relativement rapidement. On va voir dans un contexte d'une application simple, complexe, quel calendrier qu'on parle. Donc, c'est pour des applications web, mobiles, pour la saisie et la mise à jour des données opérationnelles. Donc, Power Apps, là, pensez toujours, c'est pour la saisie et la mise à jour de données de systèmes opérationnels. Donc, en anglais, on dit un CRUD, là, Create, Read, Update ou Delete. C'est des applications CRUD. Okay? Donc, il y a plusieurs exemples qui existent de Power Apps dans leur utilité. On le voit beaucoup dans la saisie de formulaires. Là, ça a été répandu. Il faut dire aussi que ça vise, en anglais, ils disent le Citizen Developer, mais ça vise les utilisateurs des différentes unités d'affaires. Ça vise aussi également les développeurs des groupes informatiques et en fait, les gens des TI en général. Donc, c'est une plateforme là, qui permet soit de créer des formulaires, des demandes de services, des billets, des incidents, des comptes de dépenses, des demandes d'équipement, des prises de rendez-vous. On l'a vu beaucoup avec la COVID. On voit aussi que c'est très utile pour des accueils et départs d'employés, des demandes d'inventaire. Donc, tout processus manuel ou à moderniser qui demande l'utilisation du mobile pour le terrain, par exemple, là, comme ici on voit, ou tout ce que les entreprises désirent éliminer comme papier ou éliminer comme tableur Excel. Power Apps, c'est une plateforme là, pour aider ces organisations-là. Et on le voit aussi de plus en plus dans les solutions analytiques. De notre côté, on a une branche, un volet de service pour les solutions analytiques. Donc, toute fonctionnalité pour soit la saisie des données maîtres, donc la gestion des données maîtres, ou tout ce qui est demande de fonctionnalité. Donc, souvent qu'on voit, c'est des hiérarchies supplémentaires, de la géographie supplémentaire pour rendre plus granulaire les analyses. Donc, on voit souvent l'utilité de Power Apps pour complémenter les données des systèmes souvent patrimoniaux pour l'analytique. Power Automate, au contraire de Power Apps, c'est une plateforme aussi qui permet le développement avec relativement peu de code, mais à la différence de Power Apps, Power Automate permet de développer de l'automatisation, de l'enchaînement des tâches d'un processus. On sait souvent un processus d'affaires a typiquement plusieurs tâches, plusieurs intervenants, et Power Automate permet le séquencement d'actions
entre les différentes tâches et entre les différents intervenants, et tout ça par des déclencheurs ou des triggers. On a juste à penser à un formulaire qui est saisi, par exemple, dans Power Apps. Une fois saisi, Power Automate peut déclencher une action d'approbation de la demande, et une fois approuvée ou refusée, une autre action peut être déclenchée pour un retour du statut au demandeur. Et ce qu'on voit aussi fréquemment, une fois que la demande est approuvée, la demande, au lieu d'être ressaisie dans un système de mission, Power Automate permet de faire le mouvement des données de la demande du système de Power Apps au système de mission ou à un autre système, tout simplement. Et ce qu'on voit aussi dans Power Apps qui est disponible, c'est le RPA. Donc, RPA, c'est un service d'enregistrement d'actions effectuées par un utilisateur et qui peuvent être automatisées. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que RPA enregistre les différentes actions effectuées par un être humain sur des vieux systèmes ou des systèmes qui ne sont pas web, là, par exemple, et ces actions sont créées, ajustées par le développeur pour permettre d'être mimiquées par la suite par une application. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'applications aussi également pour Power Automate. Là. On a juste à penser à les copier, les copier-coller qu'on voit d'Excel d'un système à un autre, ou d'Excel à un système de mission, ou le déclenchement de rappels de paiement de facture, de feuilles de temps, pour aller chercher des mentions de l'organisation dans les réseaux sociaux. Ça, c'est tous des exemples qu'on voit. Déplacer les données d'un système à un autre là, pour éviter, encore une fois, la ressaisie, donc pour être plus efficace. Pour les solutions analytiques, là, pour déclencher des actions suite à des valeurs d'insights qui devraient déclencher des actions. Donc, tout ça, c'est des cas d'utilisation fréquents qu'on voit avec Power Automate. Un autre outil qui est disponible dans la Power Platform, c'est Dataverse. Puis, c'est quoi Dataverse? L'autre outil, c'est utilisé là, tout simplement pour stocker de façon sécuritaire les données de la Power Apps ou Power Platform aussi, de façon générale. Donc, Dataverse est disponible dans plusieurs régions là, à l'échelle mondiale. Donc, c'est un stockage infonuagique des données disponible à l'échelle mondiale. Ça permet de stocker tout type de données. C'est encore une fois un environnement avec peu de code. Donc, c'est facile d'intégrer. En fait, il y a une intégration native avec Office 365, avec Azure Active Directory, avec Dynamics 365. Il ne faut pas oublier que Dynamics 365 de Microsoft est fait avec Power Apps et Dataverse. Donc, c'est secure aussi. Donc, c'est très secure. C'est basé sur Azure. Alors, ça bénéficie des puissantes technologies de sécurité, que ce soit le chiffrement des données au repos, en transit, des mécanismes de gestion des identités, des accès, donc, etc. Donc, il y a beaucoup de bénéfices pour l'organisation de la Power Platform, notamment pour Power Apps et Power Automate. Donc, pour utiliser les outils, là, donc, sommairement, ça réduit les tâches manuelles et répétitives ayant moins de valeur ajoutée par la création de nouveaux automatismes. Ça permet d'éliminer la redondance de ces données. Ça permet d'éviter des erreurs humaines, donc augmenter aussi, on voit, la qualité de données, réduire les coûts d'opération. Et au-delà d'avoir une expérience de développement là, convivial, l'intégration native aussi dans l'infonuage et les composantes disponibles de l'écosystème, l'organisation vient améliorer son efficacité, la qualité de ses opérations, sa productivité. Ça vient surtout moderniser le maintien des données qui sont typiquement maintenues dans des fichiers Excel, des listes SharePoint, des formulaires papier, tout en améliorant grandement là, les niveaux de sécurité des données. Et à ce chapitre-là, Microsoft respecte les plus grandes normes et certifications internationales et régionales dans la gestion des données. Toujours dans le même esprit des bénéfices, là, au chapitre des bénéfices, selon l'étude réalisée par Forrester et publiée via le site de Microsoft, là, on parle que la Power Platform procure sur 3 ans un retour sur investissement de 502 %, voyons donc,
502%, donc sur 3 ans. C'est majeur comme retour sur investissement. Et si vous voulez le calculer pour votre propre organisation, j'ai mis le lien dans la présentation que vous allez recevoir, le lien ici qui vous permet de calculer le retour sur investissement pour votre propre organisation. Bon. Ceci nous mène, là, on a fait le survol de la Power Platform, et maintenant, ça nous amène au prochain volet de la présentation, quel parcours là, qui est privilégié pour mener à bien là, ce genre d'initiative en utilisant les outils de la Power Platform. Chez Faction A, là, typiquement, on suggère de débuter par une itération d'avant-projet et par la suite de réaliser les activités de développement par itération. Donc, l'itération d'avant-projet se veut donc se fait relativement rapide, car on parle en fait de quelques jours. Et puis ça dépend toujours de la quantité d'ateliers, la quantité de détails qu'on a des besoins dans les ateliers. Ça dépend de la disponibilité des intervenants aussi, de la complexité du processus. Mais le but ultime de cette itération d'avant-projet à 3 volets, ça vient dérisquer le projet et ça permet de confirmer rapidement l'envergure et les facteurs de succès de la prochaine et des prochaines étapes, que je pourrais dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'itération d'avant-projet? Essentiellement, on fait trois éléments, là, comme on voit dans les 3 bulles. En fait, on en fait 3,5, je pourrais dire. Donc, on vient confirmer le processus qui est prioritaire là, pour le Power Apps et Power Automate. On regarde les besoins applicatifs, on regarde les sources de données, parce que souvent, il peut y avoir une intégration avec des sources de données qui soient dans le cloud ou pas dans le cloud. C'est important de les identifier. Donc, on vient confirmer aussi l'architecture de la deuxième bulle qu'on voyait dans le diagramme avec l'approche. C'est l'architecture technique et comment va se faire la liaison des données. Et on vient aussi donc faire un esquisse de la premier modèle de données. On établit la planification. Donc, à la lumière de ce qu'on a recueilli ici dans ces ateliers-là, on vient établir la planification de la livraison sur la priorité. Donc, on arrive en peu de temps avec une portée, un calendrier, des responsabilités, un effort et un budget. Donc, en quelques jours, encore une fois, on vient confirmer ces éléments-là pour dire est-ce qu'on y va de l'avant ou pas de l'avant là-dedans. Donc, en option aussi, on le voyait dans le petit, on a une preuve de concept là, qui peut être disponible. Et souvent, la preuve de concept, je vais en parler un peu plus tard, mais ça vient déjà mettre une image de qu'est-ce que pourrait avoir l'air l'application avec Power Apps. On veut faire ça rapidement parce qu'on veut juste avoir un niveau d'information qui est suffisant pour passer à la réalisation ou à la livraison en tant que telle. Et ça permet d'avoir une compréhension commune des intervenants et une saine gestion des attentes là, par rapport au calendrier, par rapport à la portée, les responsabilités, tout ça. Donc, si je regarde, si je détaille un peu plus bas les différentes bulles de l'itération d'avant-projet, on a d'abord confirmation d'un processus. Puis là, l'idée, puis ça, on l'a vu souvent, des fois, il y a des gens qui arrivent, ou de nos clients potentiels ou clients qui arrivent avec plusieurs processus, mais l'idée, c'est d'arriver avec un processus assez clair, donc qui peut être manuel ou qui soit bien défini, idéalement qu'il soit cartographié. Il n'est pas tout le temps cartographié, je vous dirais, mais chose certaine, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine valeur pour l'organisation. Donc, il doit avoir une priorisation des différents processus. Des fois, on regarde plusieurs processus, mais rapidement, on arrive avec un consensus sur le processus qui devient vraiment prioritaire. Donc, c'est un processus qui, idéalement, qui a un certain volume. Là. On ne parle pas d'un processus qui arrive une fois par année. Idéalement, c'est un processus qui a plusieurs instances qui est exécuté. Donc, certains volumes, qui a plusieurs tâches qui sont répétitives et souvent qu'on voit qu'il y a des goulots d'étranglement qui demandent donc de la ressaisie. Donc, il faut comprendre tous ces éléments-là. Puis, comprendre aussi, quand on fait cet atelier-là, quels sont les champs qui sont à saisir, donc les données à saisir, les attributs,
les validations, est-ce qu'ils sont simples, complexes, est-ce qu'il y a des calculs à faire, est-ce qu'il y a des points d'intégration. Donc, tous ces éléments-là sont recensés, si vous voulez, sont colligés pour débuter notre carnet de produits. Et évidemment, on veut savoir aussi, parce que pour avoir des estimés, on a besoin du nombre d'écrans qui sont saisis, quelle sera la langue, c'est en anglais, en français, est-ce qu'on le fait le mobile, le portail, le web, tout ça, c'est disponible. Mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qui est attendu au niveau de la première itération, je pourrais dire. Donc, on veut aussi savoir quels sont les éléments de sécurité. Est-ce qu'on fait face à de l'information personnelle, confidentielle? Donc, c'est important de cibler un processus que je dirais même basique au tout début, parce on a souvent vu dans les organisations, des fois, c'est un processus complexe, plusieurs intervenants, plusieurs tâches, mais l'idée, c'est d'arriver avec peut-être des petits blocs à l'intérieur du processus qui viennent rajouter une valeur rapidement. Donc, l'important ici, c'est d'arriver avec un processus ciblé ou une partie, une portion d'un processus qui est ciblé pour une première itération. La prochaine, souvent, quand on fait l'itération d'avant-projet, quand on recense les besoins, s'il y a des processus, déjà, s'il y a un processus cartographié, tant mieux. Sinon, dans certains cas, quand il y a une complexité, on va vouloir comprendre le processus actuel. Donc, on va essayer de cartographier. On va identifier les différents éléments qui sont susceptibles d'être améliorés ou modernisés. Des fois, on voit qu'il y a des goulots d'étranglement. Donc, on peut voir où ce qui peut avoir une optimisation du processus. On détermine la priorité et on clarifie donc la portée à ce moment-là pour dire, OK, si on va remplacer ça par Power Apps, si on va remplacer ça par Power Automate, et on va utiliser Microsoft Dataverse pour stocker les données dans le nuage. Donc, déjà, on a une bonne idée de ce qui s'en vient. Puis, parce que nous, on pratique aussi la philosophie du Feature-Driven Development. Donc, on décompose à ce moment-ci la fonctionnalité, les fonctionnalités, je dirais, de la solution là, dans un langage client. Puis, c'est très utile pour le planning, donc pour l'estimation des efforts, le suivi aussi également après coup de l'avancement de la réalisation. Si on a un exemple, là, saisir les données de demande d'équipement, ajouter des photos, déclencher la demande pour l'approbation. Donc, on décompose en fonctionnalité la solution à ce moment-ci à un certain haut niveau. On n'a pas tous les détails, mais au moins, on a assez de détails pour être capable d'estimer. L'architecture, bien là, c'est là qu'on voit les différentes composantes qui seront nécessaires à mettre en place pour la solution. Puis là, ça peut être pour la liaison des données, s'il y a une liaison de données à faire infonuagique ou locale. Est-ce qu'on prend Dataverse ou d'autres choses? Ça peut être SharePoint aussi, ou ça pourrait être SQL Database. Donc, on confirme toutes les composantes, on précise les configurations, puis à certains moments, on a une architecture cible, mais pour une première itération, on va faire une architecture de transition à ce moment-là. On a la liste des fonctionnalités, on décide quelle application est-ce qu'on va, avec un modèle driven, Thiago pourra en parler davantage, on prend les Canva, confirme le modèle de données, comment on va faire la gestion des environnements, Azure DevOps. Tout à l'heure, on parlait des prochains événements, mais on va voir aussi l'intégration avec la participation de Microsoft, de comment ça se fait avec Azure DevOps, Power Platform, et comment on va gérer la sécurité. On fait une évaluation aussi des coûts de souscription. Il faut comprendre que nous, on n'est pas des revendeurs de souscription, mais on fait quand même une évaluation avec les coûts qui sont disponibles sur le site de Microsoft. Ici, on a un exemple d'architecture qui est de base. Puis là, Thiago, si tu veux jumper in, libre à toi, là, je sais que le temps avance, on est à 11h31, mais ça, c'est un exemple d'une architecture que vous allez voir dans le deck de slide. On a mis une architecture un peu plus complexe, parce que plus d'intervenants, beaucoup plus de tâches. Donc, il y a une passerelle ici, donc l'intégration avec Office 365, Azure Active Directory, etc. Bon, il y a aussi des accélérateurs. Nous, c'est sûr, de notre côté, on se développe de plus en plus d'accélérateurs. Donc, je vais avancer un peu plus vite là-dessus. Par des menus déroulants qu'on s'est bâtis pour accélérer le développement. Tout à l'heure, je parlais aussi de la preuve de concept dans l'itération d'avant-projet.
Donc, il y a une preuve de concept, puis on dit tout le temps, c'est une bonne première ébauche de la visualisation et du séquencement. Donc, ça peut être toujours utile là, de mettre l'image. On dit souvent de mettre l'image sur le bien livrable qui va être réalisé par l'itération, l'itération 1, donc l'itération subséquente à l'itération d'avant-projet. Confirmation de la portée initiale, planification. Le troisième rondelle de l'itération d'avant-projet, c'est de confirmer toute la planification pour réaliser. Donc, les responsabilités, les efforts, le calendrier. Nous, pour les efforts, le calendrier, bon, on a des barèmes de productivité avec nos métriques de productivité sur les projets déjà réalisés. Donc, on utilise ça pour estimer les projets. Donc, on arrive, puis évidemment, on veut toujours découper les itérations en petites itérations qui sont rapides, fréquentes, puis pour satisfaire évidemment la valeur d'affaires, mais pour le client aussi, ça permet de donner des biens livrables utilisables par l'utilisateur, donc une pleine satisfaction du client qui est impliqué tout le long du processus. Donc, ça, c'est nos principes directeurs. La façon que c'est organisé, évidemment, on livre toujours en multisite. On a des ateliers, on gère les itérations, il y a des statuts d'avancement hebdomadaires qui se fait sur l'avancement, DevOps, qui est utilisé aussi pour le suivi, puis on gère le carnet de produits, la config et tout ça. Il y a des responsabilités qui sont mises au clair durant le cadre de l'itération d'avant-projet, donc pour clarifier qui fait quoi dans l'exécution. Vous aurez tout le loisir de consulter ces slides-là dans le deck que vous allez recevoir. Les différents profils, autant de notre côté que du côté client. Donc, on arrive tout le temps avec des estimés dans une fourchette en termes de jours d'effort. Calendrier typique d'une livraison simple, livraison complexe. Encore une fois, on va toujours bâtir nos plans de projet basés sur les features qui sont à livrer, comme saisie de la demande, ajout de photos, déclenchement d'approbation. Donc, tout ça. Ça peut prendre quelques semaines pour réaliser, s'assurer qu'on va en production selon les standards souvent de l'organisation. Un autre petit sondage ici avant de passer au niveau de l'itération de réalisation. Donc, le prochain sondage que j'aimerais vous partager, donc, c'est quels sont les facteurs qui vous permettraient de livrer davantage plus d'applications. Donc, je vous invite encore une fois à soumettre votre réponse et puis je pourrais à ce moment-là, je peux-tu voir les réponses? Connaissez-vous? OK, fait que là, est-ce que je peux voir les vues? Bon, là, je pense que je ne peux pas voir, mais on a eu beaucoup de réponses déjà. Donc, c'est plus d'expertise, c'est ce que les gens nous disent. Donc, plus de budget aussi, puis un cycle de développement plus court. Donc, ça serait les facteurs de succès là, pour aller de l'avant. Donc, ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est l'itération d'avant-projet. Là, maintenant, on va voir l'itération de réalisation. Et j'inviterai même Thiago à participer là-dedans. Donc, les premières étapes, Thiago? Oui, je suis là. Okay. On t'entend, puis tu peux y aller. OK. Est-ce que je partage mon écran ou tu vas prendre le contrôle? C'est comme tu veux. Mais OK, tu peux prendre le contrôle, ça ne me dérange pas. Au moment des mots, je prends le contrôle. OK. Oui. Ensuite, suivant les processus, ici, on est déjà dans la partie réalisation du projet. La première chose, bien sûr, on doit configurer l'environnement qui va recevoir l'application, va recevoir les tables, la configuration d'intégration des données externes, par exemple, la configuration de passerelle de données, s'il y a besoin de VPN. Par exemple, on a déjà eu des projets qui ont des requirements, des demandes. C'était que la seule façon d'accéder à Power Apps, ça devrait être en utilisant VPN, par exemple. Et tout ça, on doit configurer au début, bien sûr. Après, on part à l'implémentation des modèles de données, la création des tables, la création des vues, les relations entre les tables pour
préparer les données pour après être intégrées à l'application Power App. Au moment qu'on développe l'application, on pourra déjà commencer à sauvegarder. On fait aussi quelquefois une charge initiale de données pour pouvoir travailler, par exemple, si on est en train de bâtir un fiche client, par exemple, un formulaire pour création d'un fiche client, on doit ajouter quelques clients juste pour qu'on puisse tester les comportements lors du développement de l'application. Tu pourrais passer, André, s'il vous plaît? Prochain, oui. OK. Maintenant, je vais faire un démo. Je vais prendre les contrôles. Je vais montrer qu'est-ce qu'on fait de façon pratique. Si vous me permettez, André, je vais partager mon écran. Oui. OK, parfait. OK, parfait. Ici, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit, content. OK, parfait. OK, ça ici, on est sur makepowerapp.com. C'est ici qui commence tout, disons, par rapport au développement Power App. Ici, on peut voir les apps qui sont déjà créées, par exemple. Et c'est à partir d'ici aussi qu'on peut créer une nouvelle application. Ici, en haut à gauche, on a tous les environnements qui existent dans notre tenant. Par exemple, on a plusieurs. Par exemple, on a à l'interne un environnement de dev, on a un environnement de prod, on a un environnement juste pour les webinars qu'on utilise pour, quand on fait des démos, des applications, par exemple, on fait les développements et après on déploie ici pour faire les démos, pour ne pas avoir des problèmes de sécurité, des problèmes de visualisation des données confidentielles. Ça veut dire qu'on utilise un environnement propre pour ça. Ici, c'est là aussi que quand j'ai parlé de la création de l'implémentation de modèles de données, par exemple, si on utilise Dataverse, c'est ici qu'on va aller pour créer les tables. Chaque ligne que vous voyez ici, c'est une table différente. Ici, par exemple, pour créer une table, je viens ici, je mets les noms. C'est tout à fait user-friendly. C'est pas comme un SQL que vous devrez vraiment écrire du code pour créer une table. Ici, c'est vraiment, on utilise cette interface ici comme un formulaire. On remplit, à la fin, on crée ça. Je ne vais pas créer parce que ça prend un peu de temps. Mais juste pour vous voyez, par exemple, si on a besoin de connecter utiliser un source externe, par exemple, ici, je peux aller utiliser plusieurs connecteurs déjà définis, par exemple, Adobe Sign, je ne sais pas, Amazon, Asana, par exemple. Il y a déjà plusieurs connecteurs qu'on peut se connecter à ces différents types de services pour, par exemple, peut-être avoir des données déjà existantes et feeder l'application comme ça. On fait cette configuration. Ici, on a la configuration des gateways. Par exemple, ici, on a un que j'ai créé pour moi, pour faire mes tests, pour faire les trucs, mais c'est ici qu'on configure aussi. On a parlé d'accélérateur, par exemple. On a les parties composants, en anglais components. Par exemple, ici, j'ai 3 différents types de composants ici. Et si, par exemple, je peux importer ça dans une application, par exemple, j'ai déjà fait ça, mais à cause du temps, je n'ai pas montré toutes les parties. Mais par exemple, ici, j'ai un écran vide. Je peux venir ici, OK, je vais ajouter les navigation bar. On voit ici qu'on a texte, mais on peut venir ici, par exemple, et configurer ça. Par exemple, titre de l'application, je peux dire, OK, ça, c'est les accueil. Oups. Ça, c'est l'accueil. Je peux ajouter un autre écran, par exemple. Soit que je prenne une copie de cette en-tête et je colle, ça va prendre la même chose. Sinon, je peux prendre un autre écran et je peux, par exemple, mettre un nouveau composant. Je peux même ajouter plus d'un. Par exemple, ici, j'ai les pieds de page, par exemple, ici. Je peux venir ici dans les pieds de page, je peux dire que c'est plus texte, ça va être, disons, ici, je vais mettre Faction A 2021, par exemple. Et après, quelque chose comme ça, par exemple. Et ça on parle ici d'en-tête, mais ça peut être un menu, un formulaire qu'on peut déjà bâtir
et ça accélère beaucoup les développements. Et pour ça, on a, par exemple, ici, si on va ici dans les apps, on a cette librairie composant. Si j'ai fait une modification ici dans la librairie et ces éléments-là font partie de la librairie, j'ai le choix d'envoyer les modifications, les mises à jour dans toutes les choses, ou la prochaine fois que je vais connecter, je vais recevoir un message. OK, il y a une mise à jour, est-ce que vous voulez appliquer ou pas? Et vous pouvez choisir, OK, j'ai changé la couleur de la compagnie, maintenant c'est plus rouge, maintenant c'est bleu. Je peux changer et je peux mettre une cascade, ça va répliquer tout dans tous les endroits que j'ai utilisé cette composant, ça va être mis à jour ou pas, c'est moi. Mais juste pour montrer des facettes qu'on peut utiliser pour l'accélérer, ok? Si on revient ici dans la présentation, on a parlé de ça, ok. Ici, les parties de développement applicatif, par exemple, on a le type Canevas, c'est le type que je viens de montrer, les modes driven et le portage. Je vais montrer rapidement ça bientôt. On fait, dans la réalisation, les écrans, on ajoute les champs de saisie, s'il y a des formulaires, s'il y a des galeries pour afficher les données ou afficher des images, les listes déroulantes, tout ça, on fait dans ces parties-là. Aussi, on implémente les fonctionnalités requises, par exemple, les contrôles d'accès à l'écran. Je peux, par exemple, avoir un écran que je vais avoir un bouton qui ça va être visible seulement à un groupe d'utilisateurs. Par exemple, les administrateurs, ils pourront, par exemple, accéder au écran pour ajuster les couleurs de l'application, par exemple, ajuster l'accès à l'application. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Aussi, on peut ajouter des filtres, par exemple, des filtres qui sont... si j'ai mis log dans l'application, je veux moi, dans la galerie qui affiche les données, je vois juste les données que moi j'ai créées. Je ne veux pas voir, par exemple, les données qu'André a créées. Quelquefois, c'est une question de choix. Quelquefois, c'est une question de sécurité. Par exemple, je ne peux pas voir les données les clients qu'André est en train de parler, par exemple. Ça arrive dans les compagnies, dans les domaines des ventes, par exemple, il y a une division, OK, il y a une éthique aussi, OK, tu ne peux pas parler avec le client, mais on peut appliquer certains filtres, OK, les sortes aussi, c'est tout à fait. Dans chaque étape, après chaque création d'écran, on fait des tests unitaires et tests fonctionnels pour bien valider que ça marche comme il faut. Et aussi, on ajoute la sécurité à fur et à mesure qu'on avance dans l'application. Par exemple, quand on parle de sécurité, c'est de donner accès à l'application module pour dire, OK, telle personne vont avoir accès à des lectures, d'autres vont avoir accès à des modifications, d'autres pourront faire tout. Et ça, on pourrait montrer ici. Une autre étape, c'est la création des flux Power Automate. Par exemple, on a toujours dans les applications, on a des demandes d'ajouter d'automatismes. Comme André bien parlé tôt, aujourd'hui, il a parlé par exemple, d'approbation. On peut même créer des flux conditionnels. Par exemple, si vous faites une demande d'un nouvel ordinateur, d'une nouvelle machine, si les coûts sont plus grands que 50 000, il faut être approuvé. Si c'est en bas de 50 000, ça peut passer direct, disons. Ça va être déjà au département des commandes qui va commander cette machine. Toutes ces genres de choses-là, on peut faire. On ajoute des actions, soit les conditions, comme j'ai parlé, les flux d'approbation. On ajoute peut-être des variables qui va guider les flux par rapport à est-ce que je prends les schémas à gauche, est-ce que je prends les schémas à droite. Des tables aussi pour sauvegarder les données et après exporter, par exemple. On fait aussi les tests unitaires fonctionnels pour s'assurer que ça fonctionne bien, ça. OK, avant de parler des tests, je vais juste rapidement retourner ici sur mon ici. Par exemple, ici,
ici, ça, c'est l'interface. Ça, c'est une application de type Canvas, par exemple. Ici, j'ai un menu ici d'insertion que je peux ajouter des éléments. Par exemple, je veux ajouter un libellé ici. Cette libellé, je vais dire ça, c'est les prénoms. Je ne vais pas mettre d'accent, OK, parce que dans mon clavier, je n'ai pas, excusez pour ça. Ici, je peux ajouter, par exemple, un text input qui va recevoir les noms de la personne, par exemple. Par exemple, tu vas recevoir, je peux venir ici dans les hits, par exemple, taper ici votre prénom, par exemple. Et ça c'est comme un tout type. Si je roule le mode play, quand je clique, ça va être vide. Je peux mettre ici mon prénom Thiago, par exemple. Ça, comme André disait, c'est point-click, par exemple. OK, ça c'est très large, OK, je vais raccourcir ça. C'est vraiment faisable et on peut ajouter des propriétés de visibilité. Par exemple, j'ai dit, OK, ça, je vais cacher ça, je vais dire, OK, ça c'est fausse, je ne veux plus que ça s'affiche. Et c'est ici qu'on utilise pour bâtir l'application, par exemple. Tu vois, l'élément s'affiche plus dans la page, mais il est toujours là. C'est juste que la visibilité, c'est fausse. Je mets à true, oups, je clique ici, si je mets à true, ça affiche. Okay? Ici, si on retourne ici dans l'app, si on a les trois types différents. Model Driven, on utilise plus quand il y a l'interface, ce n'est pas important, disons. C'est plutôt les processus, les données qui vont guider. OK, comme j'ai parlé, les processus d'affaires, si on a des règles qui disent que, OK, si l'écart entre les prix affichés et les prix de vente, c'est plus grand que 20%, il faut, tu ne peux pas aller à la prochaine étape. Il faut que tu aies un code d'approbation de ton gérant, par exemple. Tous ces genres de choses-là, quand l'interface, c'est pas disons, très important, on peut utiliser Model Driven. Ça dépend beaucoup du contexte. C'est pour ça que dans l'itération 0, on va définir, OK, est-ce qu'on utilise un mode Canvas, est-ce qu'on utilise Model Driven, ou les portails, c'est comme un site web qui on pourrait donner accès à les gens à l'externe pour interagir avec les données. Par exemple, on peut créer un formulaire d'inscription dans un événement ou demande d'information, ou même mettre un catalogue de la compagnie accessible. Les gens vont remplir un formulaire et après ça, ils vont recevoir un lien avec les fichiers, un catalogue, par exemple, ou même vont avoir dans l'écran la possibilité de télécharger, après remplir un formulaire des comptes, création des comptes, par exemple. Ça, quelquefois, c'est très utile pour les marketing. Maintenant, on va parler des tests ici, rapidement. Par exemple, quand on parle des tests, il y a plusieurs types de tests, OK? Mais normalement, on utilise les tests d'intégration, les tests fonctionnels, les tests unitaires, OK? Mais à la fin, quand tout est fait, on fait les tests d'intégration pour s'assurer que tout est conforme l'architecture et la liste de fonctionnalités aussi pour voir, OK, quand je clique dans un bouton, c'est quoi les comportements que je devais avoir. Tout ça, voir si les données sont bien sauvegardées, si je suis capable d'avoir les données. On fait aussi les tests utilisateurs pour que l'utilisateur puisse mettre la main sur l'application et valider si les choses sont vraiment bien. Parce que quelquefois, ça arrive qu'on ajoute la fonctionnalité, mais la façon que l'utilisateur va dans sa tête, la façon que l'application fonctionne, il va cliquer dans un bouton A et après il va cliquer dans le bouton C au lieu de cliquer dans les B parce que dans sa tête, c'est A et C. Pour nous, on n'est pas, quelquefois, on n'est pas dans les domaines 100%. Et quelquefois, pour nous, on avait mis ABC, l'ordre. Les clients disent, oh, non, ça, pour nous, c'est mieux AC au lieu de ABC. Et on change, on met, les C devient B et les B devient C, par exemple. Ça arrive beaucoup, ces genres de choses. Parce que quelquefois, dans l'itération 0, on n'a pas parlé de ça vraiment. Et ici, les tests performance aussi, ça dépend des cas. Ce n'est pas toujours qu'on fait ça, ça dépend. Et à la fin des tests, on fait les corrections et l'ajustement des applications.
Et ça, je vais montrer rapidement ici. Ça, c'est les tests, par exemple, ici. C'est le monitoring de l'application. Par exemple, j'ai cliqué, j'ai ajouté un select, j'ai cité la propriété. Ici, par exemple, si je commence à utiliser l'application et mettre les choses différentes ici, par exemple, j'ai roule le mode play, j'ajoute des choses, j'ai fait une recherche, ça va sortir les résultats. Tout ce que j'ai fait, ça va être enregistré ici. Et je peux voir, par exemple, dans un cas d'une recherche, combien de temps ça a pris pour charger les données, c'était quoi la data source. Et on utilise cette application pour, pendant les développements, pour valider, OK, ça a pris beaucoup de temps pour charger ça. Et on fait des modifications pour voir, OK, est-ce que ça a amélioré ou pas? Et ici, on a ces indices-là pour voir si tout va bien. OK? C'est ça. OK. C'est ça qu'on fait. Et après, bien sûr, après finir tous les tests, les corrections, on fait les mises en production. On a, après créer l'environnement de production, on met les places, la sécurité, on package la solution dans l'environnement de dev, on fait le déploiement de la solution dans l'environnement de prod en mode manage. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'application après. Ça veut dire que si on a besoin d'ajouter des fonctionnalités, ça veut dire qu'on doit retourner au mode dev, on fait les modifs, on met à jour les paquets et on déploie, on fait un nouveau déploiement. Et à ce moment-là, les utilisateurs vont recevoir cette nouvelle module. On fait la partage d'application avec les utilisateurs au groupe, ça dépend de la quantité. Si c'est, par exemple, c'est un demi, en quantité, on utilise des groupes plutôt. S'il y a juste un admin, ça se peut qu'on partage juste avec eux, mais on a toujours la préférence avec les groupes. Mais ça dépend de structure du client, de l'AD. Est-ce qu'il a déjà les groupes? Est-ce qu'il veut créer des groupes? Anyway, ça dépend beaucoup, mais de façon générale, c'est ça. Ça qu'on fait après la formation et transfert de connaissances, au besoin, normalement, les transferts de connaissances sont faits. La formation, ça dépend de la complexité de l'application et aussi des besoins du client. Quelquefois, il y a des gens qui ont participé de tous les processus de développement dans les contextes des tests, des choses comme ça. Ils disent non, on est correct, OK, on donne pas la formation, mais ça arrive, comme André a parlé, quelquefois les supports post-production, ça c'est aussi c'est courant. Et optimisation après, un certain temps, disons après 6 mois d'utilisation, on dit OK, on voulait optimiser plus l'application, on peut faire ça aussi. Juste, OK. Et après, on a les biens livrables qui on donne les modèles donnés, les artefacts qu'on a utilisés, par exemple les dossiers d'architecture, la sécurité, les diagrammes de processus, les codes sources de qualité, on donne les fichiers avec les packages de Power Apps, Power Automate, Dataverse aussi. Les guides d'utilisation au besoin, ce n'est pas toujours que les clients demandent ça. Les plans de déploiement selon la complexité aussi. Les statuts d'avancement, on fait à chaque semaine, on a nos chargés de projet, on a des meetings avec les clients pour donner les statuts, combien on est avancé dans chaque partie. Si on parle rapidement des licences, ici, on a Microsoft vient de mis à jour ces chiffres-là. Ça, c'est les prix Internet valides depuis le 1er octobre. Avant, c'était 12,80, maintenant c'est 6,40. Ça aussi a réduit 50%. Les plans par application, ça veut dire que tu as la licence pour utiliser une seule application. Et ça, tu payes pour chaque utilisateur. Ça, c'est les prix qu'on a dit. C'est par utilisateur pour utiliser l'application et par mois. OK? Ça, per app, per utilisateur, on peut utiliser, il n'y a pas de limite. C'est juste 25,60 par mois par chaque utilisateur. Mais il n'y a pas de limite. On a parlé des portails. Les portails, il y a différents types de licences. Il y a soit si on utilise les authentifications, ça c'est 256 par mois, ça donne droit à 100 sections de connexion.
Si on utilise les modes qu'il n'y a pas besoin d'authentifier, par exemple, c'est juste une page que les clients vont là-bas juste pour prendre un fichier, par exemple, ça, c'est 100 000 visualisations par mois, c'est 128 $ par mois. Mais ça, c'est les prix Internet, OK? Ça, il y a des compagnies qui ont déjà d'autres agreements avec Microsoft qui ont des prix différents. Ça, comme André a dit, on ne revend pas les licences. Ça se peut que vous avez des mieux prix que ça. Ça, c'est les prix Internet moi, qui n'ai pas des agreements avec Microsoft, c'est les prix qu'on trouve, OK? C'est ça. C'est juste pour dire rapidement, avant de passer la parole à André, ça c'est les choses plus courantes, les façons qu'on travaille plus courantes. C'est sûr que ce n'est pas une recette de gâteau, ce n'est pas toujours comme ça, 100%. Il y a des fois, par exemple, qu'on utilise DevOps pour le déploiement des solutions. Il y a d'autres cas qu'on n'utilise pas. On s'adapte à la complexité du projet et aussi au client. OK? André, si c'est fini, mon père. Super. Écoute, Thiago, c'est comme un sprint, là. Puis, mais merci beaucoup, Thiago, pour la présentation. C'est très apprécié. Puis, j'inviterai tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le panneau du chat. Là, on pourrait y répondre. Et juste avant de passer à la période des questions, juste pour vous indiquer qu'on a mis des liens de référence aussi dans le deck de slides que vous allez recevoir. Donc, pour en apprendre davantage sur la Power Platform et précisément plus Power Apps et Power Automate, il y a des vidéos, il y a des documents et il y a aussi la référence à au webinaire que nous avons de disponible pour en apprendre toujours davantage. Écoute, ça a été beaucoup de matériel quand même à présenter, beaucoup de contenu à présenter en très peu de temps. Puis j'espère juste que grâce au webinaire aujourd'hui que vous avez pu constater quand même que la Power Platform, c'est une plateforme de choix par son intégration native avec les composants de l'écosystème complet de Microsoft, que ce soit pour le stockage, Teams, Office 365, Azure Active Directory. En fait, le coffre à outils est plein de canevas préfabriqués, de connecteurs. Son environnement est visuel, est intuitif. Il ne faut pas oublier, c'est toujours sans installation sur les postes de travail. Ça se configure, il y a une configuration qui est rapide. Les mises à jour des nouvelles versions sont transparentes. Donc, ça ne nécessite pas d'achat de matériel, d'installation physique. Donc, l'administration est relativement réduite. Et c'est une plateforme de choix pour les organisations innovantes qui veulent créer des applications métiers opérationnelles et pour automatiser des tâches manuelles répétitives avec moins de valeur ajoutée. Donc, c'est pour bonifier aussi la portée des solutions analytiques et pour maximiser la boucle de rétroaction numérique. Évidemment, pour commencer dans ce domaine, il faut débuter par la bonne façon et surtout être inspiré par les bonnes pratiques. Dans tous les cas, n'hésitez jamais à nous demander de l'aide. Je ne sais pas si on a reçu des questions, mais chose certaine, il est déjà midi. Moi, j'avais un autre petit sondage à vous envoyer. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage. Peut-être que vous pouvez aussi également inscrire des questions dans le panneau du chat. Donc, le dernier sondage qu'on avait pour la rencontre aujourd'hui, c'est est-ce que ce webinaire vous a été utile? Donc, encore une fois, s'il vous plaît, prêtez-vous au jeu. Votre opinion compte beaucoup pour nous. C'est toujours important si vous pouvez répondre à nos questions, à cette question-là. Donc, est-ce que ce webinaire vous a été utile? Oui, définitivement. Oui, mais sans plus. Non, je n'ai rien appris aujourd'hui. Donc, je vais regarder aussi par la même occasion, avant de fermer le pôle. Est-ce qu'on a reçu des questions? Peut-être, Sylvain, est-ce qu'on a des questions de la part des participants aujourd'hui? Je n'en vois pas. Là. Je viens tout juste d'admettre quelqu'un qui vient juste d'arriver. Malheureusement, on termine le webinaire, donc peut-être vous pourrez le consulter là, soit sur notre page LinkedIn. On a l'enregistrement qui va être publié là ou par courriel. On va le faire parvenir bientôt aussi. Là. Okay. Moi, j'avais peut-être juste une question pour Thiago. Puis je me souviens qu'il y a des clients qui nous ont demandé ça. Est-ce que le RPA utilise seulement des données structurées? Te souviens-tu, on avait déjà eu cette question-là, Thiago? Les RPA, on peut utiliser deux types de données, mais
c'est sûr que du structuré, ça prend moins d'actions pour configurer, disons, pour mettre en place les trucs. Mais de façon générale, ça va mieux avec les données structurées. Mais l'autre, ça peut marcher aussi. Avec un peu plus des étapes, des transformations avec RPA, oui, ça peut marcher. Puis l'autre question qu'on avait déjà eue, est-ce qu'avec le RPA, ça fonctionne avec n'importe quel browser ou navigateur là, pour les tâches? Je dirais, pour être honnête, je ne sais pas si tous les browsers, mais on voit que Edge, les plus connus, Edge, Mozilla, Firefox, Chrome. Pour être honnête, Safari, je n'ai jamais testé avec Safari. Je n'ai pas un environnement Apple pour tester. Mais c'est plus, disons, populaire, Internet Explorer, Edge, Firefox et Chrome. Oui, ça marche avec ces types-là. Selenium aussi, ça marche aussi. OK, merci beaucoup, Thiago, pour les réponses et ta participation. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à utiliser les coordonnées du courriel qui vous sera acheminé, donc avec le lien à l'enregistrement, et aussi vous aurez accès à la présentation d'aujourd'hui. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Un gros merci pour votre participation et surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Merci, bonne journée à tous et toutes. À bientôt.